Le karaoké a fait son apparition en France et en Europe dans les années 90. Pourtant, c'était déjà un phénomène bien installé depuis longtemps au Japon à cette époque. Il faut dire que la conception occidentale de ce loisir n'était pas franchement la même qu'au pays du soleil levant. Oui, je parle au passé car depuis quelques années, les karaoké box à la japonaise commencent à pousser un peu partout comme des champignons, notamment en France. Il aura donc fallu plus de 20 ans pour que le karaoké finisse par gagner ses premières lettres de noblesse par chez nous. Et entre nous, franchement, il était temps. Mais avant d'en arriver là, le karaoké aura parcouru un sacré bout de chemin. Chemin que nous allons retracer ensemble aujourd'hui. Minasan, bonjour et bienvenue dans le Japon de Doc Japan. Même si c'est un loisir connu depuis longtemps maintenant par ici, le karaoké n'a pas toujours mobilisé les foules en Europe. Pendant des années, il n'existait aucun établissement spécialisé. Les amateurs devaient alors se contenter de quelques soirées organisées de manière sporadique, ici ou là, dans des restaurants, des bars ou des clubs. Et surtout, il ne fallait pas avoir peur d'affronter le public de l'établissement en question. Oui, parce que même si le but est avant tout de s'amuser, chanter sur une scène, ça demande quand même un minimum de confiance en soi. Personne n'a très envie de recevoir des tomates à la figure pendant sa prestation. Au Japon, en revanche, ce risque n'existe pas vraiment, parce que le karaoké ne se pratique pas en public, mais dans des salles privatives. Chose que l'on voit effectivement de plus en plus par ici, mais qui est la règle depuis les années 70 là-bas. Mais avant d'évoquer le business model du karaoké japonais, revenons un peu sur son histoire et surtout sur sa naissance qui reste, disons, controversée. Rien qu'à l'entendre, on sent bien que le mot karaoké a des origines japonaises. Et en effet, c'est un mot valise comme il en existe beaucoup dans la langue nippone. Karaoké est en fait la contraction des mots karapo, qui signifie vide, et okesutora, qui est la transcription phonétique en katakana de l'anglais orchestra. On peut donc traduire le mot karaoké par orchestre vide. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça ne désigne pas un groupe de musiciens sans chanteur, mais plutôt le contraire, un chanteur sans ses musiciens. D'où l'orchestre, enfin, le groupe vide. Et pour la petite histoire, le mot serait apparu lorsque des musiciens de bar se sont mis en grève. Puisqu'ils refusaient de jouer, on les a remplacés par un enregistrement. Dès lors, c'est de cette façon que les chanteurs japonais désignaient dans les années 60 les bandes-sons qu'ils utilisaient lorsqu'ils ne pouvaient pas avoir de musiciens sur scène avec eux. Mais là, on parle de chanteurs professionnels. Or, le principe du karaoké tel qu'on le connaît, c'est de permettre à tout un chacun d'interpréter ses chansons préférées sur ces fameuses bandes-son. Et c'est là qu'interviennent deux hommes qui peuvent, chacun à leur manière, revendiquer la paternité du karaoké moderne. Le plus connu des deux n'est pourtant pas le premier, mais c'est très souvent à lui que l'on attribue l'invention du karaoké, permettant aux gens de chanter dans un micro. Il s'agit de Daisuke Inoue. Mais avant lui, un autre personnage avait déjà eu cette idée. Cet homme s'appelait Shigeichi Negishi, ingénieur en électronique à Tokyo dans les années 60. Et pour l'anecdote, au moment où j'écris le script de cette vidéo, ce monsieur est toujours en vie. Il est âgé de 97 ans. Oui, c'est sûrement un futur centenaire de plus. En tout cas, on le lui souhaite. Continuez de manger des sushis, Negishi-san. Nous sommes donc dans les années 60 et monsieur Negishi commence toutes ses journées en chantant. Rien de tel pour démarrer sa journée du bon pied et avoir le moral. Il est d'ailleurs bien aidé en cela par une émission de radio intitulée Pop Songs Without Lyrics, c'est-à-dire chansons sans paroles. Monsieur Negishi est aussi ingénieur en chef dans une société qui fabrique des magnétophones 8 pistes. Des quoi? Je suis sûr que c'est ce que la plupart d'entre vous viennent de se dire, non? Et même si j'ai sûrement l'air d'un dinosaure comparé à de nombreux youtubeurs, Dieu merci je suis pas encore fossilisé, eh bien figurez-vous que je n'ai pas connu ça non plus. Alors, pour faire court, avant le streaming, il y avait le MP3. Avant le MP3, le CD audio. Avant le CD audio, la cassette audio et la cartouche 8 pistes. Tous les deux étaient des systèmes d'enregistrement sur bande magnétique, mais le 8 pistes n'a pas fait long feu. Alors que la cassette... Bref, le magnétophone, c'était l'appareil permettant de les lire tout simplement. Et je vais m'arrêter là parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo et que cette explication est déjà beaucoup trop longue. Si vous voulez en savoir plus, Google est votre ami. C'est en 1967 que Shigeichi Negishi a un jour l'idée de brancher un micro sur un de ses magnétophones dans le but de s'entendre chanter sur un enregistrement de son émission préférée.
Et il ne lui faut pas plus de 3 jours pour mettre au point le prototype d'un appareil permettant de chanter et de s'entendre dans les haut-parleurs sur des versions instrumentales de chansons. Il venait d'inventer la première machine karaoké qu'il baptisa la Sparco Box. Il fait tester la Sparco Box à son patron, puis à sa famille, et tout le monde est séduit. Aujourd'hui, bien sûr, ça n'a l'air de rien, mais pour l'époque, c'était presque une révolution en tant que loisir domestique. Parce que jusque-là, n'oublions pas que seuls les chanteurs professionnels pouvaient chanter dans un micro et s'entendre sur une musique dans les haut-parleurs. Oui, je sais que dit comme ça, évidemment, ça semble totalement dérisoire. Et pourtant, et comme Monsieur Negishi ne perd pas le nord, il réalise très vite qu'en ajoutant une minuterie à pièces, il y a moyen de faire du business. Eh oui, des sous, des ronds, des pépettes. Sauf que si vous pensez qu'il est aujourd'hui milliardaire, vous avez tout faux. Attendez la suite. Dans un premier temps, Negishi-san commence par imprimer les paroles sur des livrets, ce qui permet aux gens de les lire lorsqu'ils chantent. On se rapproche donc encore un peu du concept actuel. Puis il contacte un de ses amis travaillant à la NHK, la télévision nationale, pour qu'il l'aide à obtenir des cassettes 8 pistes de karaoké, les fameuses bandes-son instrumentales. Il trouve ensuite un distributeur et lance sa Sparco Box sur le marché. Et là, on pourrait se dire que c'est bon, ça va cartonner. Sauf que certaines personnes ne voient pas du tout ce système d'un très bon œil. Ces personnes, ce sont les nagashi. Alors les nagashi, ce sont des guitaristes itinérants qui accompagnent les gens qui souhaitent chanter. Oui, les Japonais ont toujours aimé chanter et n'ont pas attendu l'invention du karaoké pour ça. Seulement, louer les services d'un nagashi, c'est pas donné, forcément. Au contraire de la Sparco Box de Monsieur Negishi. Et c'est là que ça va coincer. Mais pas seulement à cause des nagashi. Ces derniers vont effectivement mettre la pression sur les patrons de bar afin qu'ils retirent la Sparco Box. Mais ce n'est pas ça qui scellera le sort de la machine, car elle disparaîtra presque aussi vite qu'elle est apparue pour de simples raisons administratives. À cette époque, en effet, obtenir un brevet au Japon, c'est le parcours du combattant, et ça coûtait aussi terriblement cher. Trop pour Monsieur Negishi et son distributeur, qui finissent par abandonner ce projet. Triste histoire que celle de Monsieur Negishi, pas vrai ? Et ce d'autant plus que quelques années après seulement, un autre personnage va entrer en scène avec une idée presque similaire. Il s'agit de celui qui est souvent considéré, à tort comme on vient de le voir, comme l'inventeur du karaoké, Daisuke Inoue. Alors certains considèrent qu'un troisième larron pourrait être lui aussi à l'origine du karaoké, un disquaire nommé Kisaburo Takagi. Mais comme je n'ai retrouvé aucune source corroborant cette info, elle est donc sujette à caution. Aussi va-t-on se concentrer maintenant sur Daisuke Inoue. À l'origine, Daisuke Inoue est un vendeur de crêpes. Également batteur à ses heures, il accompagne ainsi les clients désireux de chanter dans un bar de Kobe, à côté d'Osaka. Ce concept existait déjà bien avant l'invention du karaoké, on l'a vu notamment avec les nagashi. Ce type de bar s'appelle Utagoe Kissa, c'est-à-dire bar à chansons. La plupart ont malheureusement fermé entre 1995 et 2005 à cause des karaoké box, justement. Mais il en existe encore 2 ou 3 à Tokyo. Un des plus connus est sans doute Tomoshibi à Shinjuku. Enfin, quand je dis connu, encore faut-il savoir que ça existe. Et je vais vous faire un aveu, très franchement, je savais pas non plus que ce genre de choses existait encore. Mais du coup, il est venu s'ajouter à la to-do list de mon prochain voyage. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait, j'adore chanter. Si vous n'avez pas peur de saigner des oreilles et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être, je dis bien peut-être, que j'oserais vous mettre un très court extrait d'une prestation. En japonais, hein, ça va sans dire. Un des clients du bar où se produit Daisuke Inoue lui demande un jour de l'accompagner pour jouer lors d'un congrès. Malheureusement, celui-ci ne peut s'y rendre et fournit à ce client un enregistrement de l'accompagnement musical. Cela lui donne alors l'idée de créer lui aussi une machine qui jouerait un instrumental en lieu et place des vrais musiciens, ce qui permettrait également aux clients du bar de chanter par-dessus, le tout étant restitué par les haut-parleurs de la machine. C'est ainsi qu'il crée en 1971, soit 4 ans après la Sparco Box de Negishi-san, un appareil qu'il baptise quant à lui la Juke 8, évidemment inspiré du mot jukebox. Un quoi ? Non, allez, on va pas recommencer, les plus courtes sont les meilleures, hein. Bon. Alors, vite fait, hein, pour les plus jeunes qui bien sûr ne les ont pas connus, les jukebox étaient très populaires dans les bars et les restaurants jusque dans les années 80. En gros, imaginez une sorte de gros distributeur automatique, sauf qu'au lieu de vendre des boissons, ils vendaient des chansons. Alors, il suffisait de mettre une pièce dans la machine, de choisir une chanson dans la liste, et elle s'ajoutait à ce que l'on pourrait appeler la playlist, oui déjà à l'époque, diffusée dans l'établissement sur les haut-parleurs. Et j'en connais un
qui a souvent quémandé des pièces à ses parents quand il allait au resto à l'époque. Quoi? Je parle des années 80, pas des années 60, hein. On se calme les jeunes! Daisuke Inoue commercialise alors sa Juke 8 dans une dizaine de bars de Kobe. Celle-ci arrive ainsi rapidement à Osaka et de là des patrons de bars l'emmènent à Tokyo. L'engin fait fureur et bientôt la fièvre du karaoké s'empare du pays. En 1972, Nippon Columbia invente le Voice Changer, qui permet de supprimer la piste vocale d'un enregistrement, ce qui va grandement faciliter les choses. Daisuke crée avec son frère sa société, la Daiichi Kosho Company, l'année suivante et commence à commercialiser ses machines. En 1980, le karaoké explose et commence à s'exporter, en même temps que les innovations technologiques permettent de le perfectionner toujours un peu plus. Dans les années qui suivent, apparaît le laserdisc qui révolutionne à son tour le karaoké. Il sera évidemment suivi dans la décennie suivante par le DVD et bien entendu, les années 2000 verront l'arrivée d'Internet et de la dématérialisation. Alors vous vous dites sûrement qu'avec un tel succès et toutes ces innovations, Daisuke Inoue a fait fortune à la place de Monsieur Negishi, et que c'est lui qui est aujourd'hui milliardaire. Mais là encore, vous avez tout faux ou presque. Parce que même s'il a commercialisé la Juke 8 et d'autres machines karaoké à grande échelle, lui non plus n'a jamais fait breveter son invention. Alors l'histoire ne dit pas si c'était pour les mêmes raisons que Monsieur Negishi ou s'il a juste été négligent, mais sa machine a rapidement été copiée par de nombreuses sociétés concurrentes. En revanche, celui qui a le premier pensé à déposer les brevets de sa machine n'est même pas japonais. C'est un Philippin du nom de Roberto del Rosario. Oui, le nom ne sonne pas très asiatique non plus. C'est lui, en tout cas, qui détient le brevet de la machine à karaoké, le Karaoke Sing-Along System, qu'il a conçu en 1975 et fait breveter près de 10 ans plus tard. Ouais, apparemment, les gens n'étaient pas très pressés de protéger leurs inventions à l'époque en Asie. Del Rosario a même remporté 2 procès contre des sociétés japonaises. Bon, à ce stade, pour Monsieur Negishi comme pour Daisuke Inoue, la messe était dite. S'il n'est pas le détenteur du brevet de la première machine karaoké, l'entreprise de Daisuke Inoue n'avait toutefois pas dit son dernier mot. Au cours des années qui suivirent, Daiichi Kosho s'est véritablement spécialisé dans l'univers du karaoké et a tout de même fini par imposer ses machines au fil du temps. Bien entendu, on est désormais très loin de la Juke 8 bricolée par Daisuke. La société est notamment connue pour les appareils de la série DAM, leader sur le marché depuis la fin des années 90, où elle détrône son principal concurrent, la Joy Sound, de la société Xing. Ces deux sociétés sont les principaux acteurs du secteur, mais lorsque les machines DAM s'imposent au Japon, le concurrent décide alors de changer son fusil d'épaule et de se concentrer sur l'exportation du karaoké en Occident, et notamment aux États-Unis, et surtout sur la production de contenu. C'est ce qui lui a permis de reprendre du poil de la bête, et aujourd'hui, les deux groupes se partagent le marché quasiment à part égale. Mais le marché du karaoké, ce ne sont pas seulement les machines, c'est aussi et surtout les exploitants, autrement dit les karaoké box. Ce principe apparaît dès les années 70, car pousser la chansonnette à la maison c'est bien beau, mais encore faut-il penser aux voisins. Les maisons et appartements japonais ne sont pas réputés pour leur insonorisation, et en bons citoyens disciplinés, on imagine très mal les Japonais se mettre à dos leur voisinage de cette façon. C'est ce qui a conduit à la création de lieux dédiés au karaoké, les fameuses karaoké box. Tout d'abord rudimentaire, celle-ci évolue à une vitesse folle dans les années 90 où l'on voit fleurir les premiers centres de loisirs karaoké, de véritables immeubles entiers proposant des dizaines de salles privatives et insonorisées pour s'adonner à son loisir préféré. Le karaoké à la japonaise est né. Le principe est d'une grande simplicité. On loue une salle pour une durée déterminée et un certain nombre de personnes. La salle en question est équipée de tout le matériel nécessaire, donc les machines DAM ou Joy Sound dont on vient de parler, ainsi que d'une base de données numérique avec écran tactile pour choisir ses chansons. Cela dit, je me souviens qu'au début des années 2000 encore, on devait chercher les chansons dans des sortes d'énormes annuaires et... Oui, bon, ça va, je sais, bon, j'arrête avec mes souvenirs de boomer, sinon je vais finir par devoir renommer la chaîne en Papy Japon. Les salles sont également équipées le plus souvent d'un téléphone ou d'une tablette tactile permettant de commander de la nourriture ou des boissons. Et oui, les exploitants ont bien compris que chanter, ça donne soif. Ils proposent donc généralement une variété de boissons alcoolisées ou non, qui viennent évidemment s'ajouter à la facture. Cela dit, les tarifs ne sont pas exorbitants, même s'ils sont un peu plus élevés dans les grandes chaînes comme Big Echo ou Karaoke Can. Ce sont là les deux plus gros groupes dans le secteur des centres de loisirs karaoké.
Honnêtement, difficile de les manquer quand on se balade à Tokyo ou ailleurs. Je vais pas vous assommer avec leur chiffre d'affaires, vous inquiétez pas parce que de toute façon ça donne le tournis. En tout cas, il existe plus de 200 Big Echo au Japon et largement plus d'une centaine de karaoke-kan. Et devinez à qui appartient Big Echo ? Au groupe Daiichi Kosho, la société fondée par notre ami Daisuke. Donc pas milliardaire grâce au brevet, mais une âme de businessman, ça c'est sûr. Et pour être tout à fait impartial et complet sur le sujet, signalons qu'ils ne sont tout de même pas seuls sur le secteur, et qu'il existe également le groupe Shidax Community, qui possède quant à lui une chaîne de plus de 300 restaurants karaoké. Enfin, le groupe Koshidaka s'est lancé dans la partie en 2008 avec des karaoke box du nom de Maneki Neko. La particularité de Koshidaka, c'est qu'ils ont également eu l'idée du concept de One Kara, c'est-à-dire des sortes de capsules karaoké pour une personne. Et n'allez pas croire que c'est un concept étrange, ça marche très très bien, au contraire. Parce qu'au Japon, beaucoup de gens ont tendance à aller au karaoké seuls, quelle qu'en soit la raison. Après tout, ça peut être tout simplement pour s'entraîner. En tout cas, le terme de capsule convient parfaitement. Pour l'avoir testé il y a déjà quelques années, je dois reconnaître que ce sont des salles vraiment minuscules. Mais ça fait le job. Par contre, ça m'étonnerait que ce genre de choses finissent par s'exporter chez nous. On l'a vu en début de vidéo, en Occident, le karaoké s'est pendant longtemps résumé à chanter sur une scène improvisée pour le public d'un bar ou d'un restaurant. Si cela reprend d'une certaine manière le principe des Utago e Kissa, ça n'a plus rien à voir avec le karaoké japonais depuis les années 90. Il aura pourtant fallu attendre les années 2010 pour qu'arrivent en Europe les premières karaoké box. Eh oui, le chemin aura été long, je vous l'avais dit. Quoi qu'il en soit, après un passage obligé par les États-Unis, l'Australie et la Grande-Bretagne, le concept japonais finit par atteindre le vieux continent. On va dire que c'est pas trop tôt. C'est en 2014 que BAM Karaoke, le premier établissement de ce genre, ouvre à Paris, suivi 2 ans plus tard par Singing Studio à Lille. Chacune de ces 2 enseignes se développe et la première s'exporte même jusqu'à Madrid. À l'ère des réseaux sociaux, la nouvelle se répand rapidement et en quelques années, d'autres chaînes de karaoké privatifs, comme on les appelle ici, par opposition au karaoké en public, commencent à apparaître aux 4 coins de la France. Cette fois, le concept est lancé et d'autres pays comme la Belgique ont commencé à emboîter le pas à leurs voisins. Entre 2016 et 2020, la folie du karaoké s'est littéralement emparée de l'Hexagone. Et si la pandémie est bien entendu venue jouer les troubles fêtes, il semble que ce soit enfin en train de repartir. La Belgique, par exemple, vient en effet d'annoncer récemment l'ouverture du plus grand karaoké privatif d'Europe à Anvers. La concurrence va être rude, ça c'est certain. En tout cas, celui-là, je me suis promis d'aller le tester dès que possible. Le karaoké, jusque-là souvent jugé ringard dans nos contrées, retrouve ainsi une nouvelle jeunesse au point de devenir carrément tendance. Les grands groupes comme BAM ou Carafun vont jusqu'à proposer des applis permettant de s'adonner au karaoké chez soi, pour peu que l'on ait un équipement adéquat, ou pas. L'engouement est tel que des compétitions de karaoké sont organisées au niveau européen, un concours digne de l'Eurovision et remporté 2 années consécutives par la France. Et pour avoir là aussi tenté ma chance, je peux dire que c'était quand même du très très haut niveau. Inutile de dire que je n'ai même pas franchi le seuil des éliminatoires. Mais ça reste un très bon souvenir quand même. Quoi ? Ah non, inutile de rêver, je ne diffuserai pas la vidéo de cette prestation. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, j'espère que vous y avez appris des choses et que ça vous a plu. Suffisamment en tout cas pour laisser non pas un pourboire, mais un petit pouce bleu de l'amour, voire pour vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis... Quoi encore ? J'avais dit quoi ? Si vous n'avez pas peur de saigner des oreilles et que vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, peut-être, je dis bien peut-être, que j'oserais vous mettre un très court extrait d'une prestation. En japonais, ça va sans dire. Mince, c'est vrai que j'avais dit ça. Où est-ce que j'avais la tête en écrivant ce script, moi ? Bon, alors d'accord, mais 10 secondes, pas plus. Et puis je vous préviens, c'était la salle karaoké d'un ryokan, alors niveau décor, c'est carrément cheap. Et puis pour ce qui est de ma tenue, c'était dans le nord du Japon et j'avais froid. Voilà. Allez. Matane.